Et c'est vrai que je rappelle cette exigence qui est d'écrire non seulement sur ce qu'on a découvert pour soi, mais de commencer à écrire sur justement les hypothèses qu'on a vues à l'œuvre, les effets que ça a pu produire sur telle ou telle personne, la réflexion sur comment le support et le travail qui est fait par les participants permet aux participants eux-mêmes de produire des hypothèses sur leur propre histoire ou sur l'histoire des autres, etc. Et donc, si tu veux, il faut rappeler, je pense, par rapport à ce que tu dis, que la demande pour pouvoir avancer sur cette capacité à formuler des hypothèses passe par l'écrit, parce que c'est l'écrit qui permet effectivement, si tu veux, de donner consistance à sa pensée et consistance aux hypothèses qu'on a envie d'approfondir. Et c'est à partir du moment où on écrit que, en principe, dans un travail de recherche, c'est là qu'on va relire de la théorie, relire des textes qui vont t'aider à formuler ces hypothèses, etc. Sauf que le temps du groupe favorise l'implication et je dirais une recherche qui est plus une recherche existentielle. Et c'est en dehors du groupe, et pour ceux qui se forment, c'est ça qu'on a besoin de développer comme complément, c'est se former à la recherche plus sur l'articulation entre les hypothèses expérientielles proches qui permettent d'éclairer ce qu'on a vécu soi-même, et les hypothèses plus théoriques qu'on peut. Par exemple, je trouve que dans le texte, il y a quelque chose qui est très intéressant sur le clivage. Et elle dit comment elle est clivée entre ça. Il y a un clivage de classe entre les intellectuels, ceux qui sont universitaires, ceux qui formulent des hypothèses. Il y a une autre question aussi sur le savoir savant et le savoir ordinaire. Donc il y a d'un côté, et elle montre bien les enjeux de classe entre ces appartenances à deux mondes sociaux, le monde des médecins, le monde des magistrats, le monde des bourgeois, et puis le monde des gens qui sont sur le terrain, qui sont les aides-soignants, etc. Bon. Elle est clivée entre ces deux-là. Et en même temps, elle dit, mais je suis clivée, et à un moment donné, elle dit, il y a aussi un clivage intellectuel. C'est-à-dire, du coup, je rejette les gens qui voient ça d'un point de vue intellectuel, qui sont dans la distanciation, etc., par rapport aux gens qui sont sur le terrain et qui touchent et qui font le boulot dans le concret, etc. Et elle est perturbée par ça. Et donc, d'un côté, elle va d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre côté, puis de l'autre, et elle se dit, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter de continuer à vivre sur le clivage. Or, l'hypothèse, en termes de sociologie clinique, c'est que si elle vit ça sous forme d'un clivage avec une vraie difficulté à intégrer l'un et l'autre, à être mieux, à avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre, et puis à essayer d'intégrer tout ça, parce que c'est ça, en fait, où elle est objectivement, c'est qu'il y a quelque chose en elle qui fait clivage et qui renvoie vraisemblablement à son histoire et qui renvoie à quelque chose qui est socio-psychique. Mais elle ne fait pas cette analyse-là. Elle s'arrête en quelque sorte au point, c'est moi qui suis en train de lui proposer, de devenir vraiment analyste de sa propre histoire, mais moi, je le fais, c'est plus facile de le faire parce qu'il y a son auto-analyse et c'est ça qu'on demande au niveau de l'habilitation, c'est de passer de ses capacités d'auto-analyse et de compréhension pour soi à se mettre à disposition d'autres personnes qui vivent ça pour les aider à avancer dans la compréhension de soi, dans la compréhension de ça. Excusez-moi, justement, le lapsus est génial. C'est justement c'est plus la compréhension de soi, c'est pas moi qui suis intéressante. C'est pas l'histoire de chacun d'entre vous. Elle est singulière, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez cette capacité, à partir de ce qu'on a fait ensemble, d'aider des gens qui sont dans des clivages comme cela, d'aider des gens qui sont dans des névroses de classe, qui sont dans un rapport compliqué à l'écriture, qui n'osent pas, qui ceci et cela, de les aider justement à prendre cette place sans cliver, c'est-à-dire sans être dans un clivage de classe, mais en comprenant bien que les contradictions de classe, ça existe et que les rapports de domination, ça existe, mais de ne pas le reproduire dans l'indignation ou la dénonciation, mais d'aider des gens qui sont confrontés à ça, traversés par ces contradictions,
à justement être sujet, c'est-à-dire le sujet, il naît dans les réponses qu'il apporte à ces contradictions, non pas pour les reproduire, mais pour essayer justement de les vivre autrement. Et dans les textes que vous avez faits, vraiment, je trouve que je vois ça. Je vois combien, vous le dites même à certains moments, là, je me sens un peu plus sujet. Parce que justement, je n'apporte pas les mêmes réponses que celles habituellement que j'apportais par rapport à mes habitus, si je prends Bourdieu, ou par rapport à des incorporations d'identification que j'ai eues par rapport à mon père, ma mère, mes conjoints, mes profs, ceci. C'est pour ça que le couple qu'on représente avec Diane est vraiment intéressant. Parce qu'en termes de classe sociale, en termes de culture, en termes de statut professionnel, en termes de genre, etc., on est un couple dissonant. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas travailler ensemble. Je veux dire, toute la société nous distribue dans des espaces sociaux et intellectuels différents. Et moi, c'est pour ça que j'aime ce groupe et que j'aime Diane et que j'aime travailler comme ça. C'est parce que justement, on est donc une surface de projection qui est forcément idéalisée parce qu'on a réussi, en travaillant ensemble, ça fait maintenant, Diane, 25 ans, si je ne me trompe, le premier séminaire, on a réussi, entre le Québec et la France, entre l'aristocrate décadent et la travailleuse sociale brillante. La partie hypothèse, ou apprendre le bagage. Il y a tout le bagage dans les livres, les textes, les rencontres qu'on fait, disons, qui passent par l'intellect. Je dirais que les hypothèses, en tout cas pour ma part, la façon que je pourrais le dire, c'est avec des mots différents de Vincent, c'est de mettre en application ce qui a été appris justement à travers le vécu dans les séminaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à décrire, admettons une hypothèse de quelqu'un qui est en train de présenter sa trajectoire, et là, à un moment donné, je fais une hypothèse. Pour réussir à la faire, la fameuse hypothèse, c'était d'être en premier, penser consciemment de laisser le soi de côté, mon soi de côté, mon moi de côté, et d'être disponible à recevoir celui de l'autre qui est en train de présenter. Et de là, de me donner la tâche de comprendre logiquement, intellectuellement, de faire appel aux connaissances que j'ai apprises, la sociologie clinique. Donc, tête, cœur, corps et esprit, que ça soit disponible pendant que l'autre est en train de parler et de me connecter sur qu'est-ce qu'il est en train de décrire. Qu'est-ce que l'autre est tout le non-verbal, le ressenti, être à l'affût de ce que l'autre est en train de ressentir et qui me projette, et parce que je suis disponible à le recevoir, je le reçois. Et par la suite, moi, quand je fais une hypothèse, dans le fond, je fais un reflet de ce que j'en ai compris intellectuellement, physiquement, émotivement et mon ressenti à moi, qui va faire un lien entre les différentes dimensions qui ont été exprimées. Donc, c'est réussir à travers mon ressenti de recevoir celui et celle de l'autre et tout le non-verbal, et avec mes connaissances de mettre en place une articulation psychosociale dans le contexte historique. C'est là qui sort des hypothèses. Mais si je ne suis pas disponible, je ne peux pas travailler. Je dirais, si n'importe quel intervenant n'est pas disponible à recevoir ce que l'autre est en train de nous dire, ben, c'est comme une coquille vide, je dirais. Je comprends,
parce que ça fait tellement écho fort et que Ah ça me bon? renvoie à moi-même, et je comprends parce que je suis dans l'identification, mais étant dans l'identification, je n'ai pas la distance qui permet effectivement de respecter la singularité de l'autre et le fait que son histoire, ce n'est pas la mienne, et que je ne fais que projeter les choses de mon histoire sur la sienne. Et là, je suis complètement dans la... Il y a donc l'indifférence ou la distanciation qui neutralise toute forme de compréhension intellect, mais il y a aussi une trop forte identification et implication affective, et ça, c'est les deux pièges Ouais. de l'implication. Je suis trop impliqué, donc je ne peux plus aider, comprendre, ou je suis trop dans la recherche, mais je suis complètement déconnecté des affects, des émotions et de ce que vit l'autre. C'est trouver l'équilibre, c'est ça, l'équilibre de l'intervenant ou de l'animateur. On va essayer d'explorer plutôt la situation de Lise. Bon, elle n'est pas là. Oui. Elle n'est pas là, mais comme ça a été filmé et que on a tous en mémoire, la vidéo, à ce moment-là, comment est formulée l'hypothèse? Important, justement, parce que tu as joué ce rôle magnifique, tu étais irrésistible dans tes arguments. Et quand elle dit t'en fais trop, etc., tu as vraiment... Mais j'en fais pas trop parce que je croyais en elle. J'en ai vraiment pas fait trop. Je faisais la même chose dans notre salle de pratique quand on était juste tous les deux. Je pense que je me voyais en elle. Je voyais tous les possibles. Puis je voyais surtout que je pourrais en faire un succès. Je crois que c'est ça que j'ai voulu lui transmettre. Quelque chose comme elle va pouvoir devenir la grande musicienne que tu aurais rêvé pour toi? Elle va pouvoir le faire alors que tout est contre elle. Ouais. Surtout. Peut-être, oui. Et c'est toi qui seras l'artisan un peu Pygmalion. Oui. Oui. Tu es dans la toute-puissance. De pouvoir la faire sortir de sa coquille, cette jeune fille qui avait incapable de jouer devant un public, incapable de jouer devant son professeur. Je rentrais dans le casier pour qu'elle puisse jouer. Je sortais du casier, elle hurlait avec des cris de canard de sa clarinette. J'ai pu, en 3 ans, l'apprivoiser. Elle a pu apprivoiser la musique et le public. Je pouvais l'amener plus loin. Oui, j'aurais réussi quelque chose de bien. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Mais comme on aime une fille, un enfant en soi, qu'on veut porter plus loin. Ouais. Oui. Et... Je la trouve courageuse. Maintenant, c'est ton objet d'amour. C'est moi? C'est quoi? C'est ton objet d'amour. C'est-à-dire que c'est toi qui projettes sur elle tes propres désirs. J'ai jamais vu ça comme ça, sincèrement. Ce qui est clair, c'est qu'avec elle, j'avais le sentiment que la musique prenait un sens. Un sens au-delà de la leçon, au-delà de la pièce apprise. La musique prenait toute la place, tout l'espace. Donc vous partagez le même amour. Oui. Quand elle travaillait bien. Quand elle travaillait pas bien, c'était bien ordinaire. Et alors, on revient à la scène, et face à ses parents, qu'est-ce que tu éprouves? En particulier dans les rapports entre la prof et les parents, et évidemment lui, c'est-à-dire il y a des enjeux affectifs, il y a une rivalité. D'ailleurs, le prof dit qu'elle l'aime d'amour et que c'est comme sa fille, et donc du coup il y a des enjeux oedipiens derrière, mais très très profonds, qui est qu'elle est en train de rater la fille. Et comme c'est un homme, on peut peut-être se demander d'ailleurs si, au-delà de ça, elle n'est pas en train, effectivement, elle a tellement de désir pour elle, pour Lise, qu'on peut se demander sur quelle scène on est. Entre la scène simplement de protection d'une élève
et la scène d'amour auquel on a assisté. Deuxième registre, Là, je suis ici. moi j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Deuxième registre, le registre social, hein, et donc là, les enjeux de classe, la haine de classe, l'humiliation, le mépris, la domination, c'est un autre monde, vous ne le connaissez pas, moi je le connais, puis je vais l'emmener là-dedans, et là, no way, pas question, hein, va te... Là, avec d'une force très très intéressante. Il y a les enjeux professionnels, il y a l'avenir de Lise, et la musique c'est pas sérieux. Hein, il faut un métier c'est un métier manuel, c'est un métier de prof, ça on sait ce que c'est. C'est ces métiers artistiques, dans des milieux un peu... Hein, donc, mais surtout il faut surtout pas l'encourager parce que c'est la mettre en difficulté, parce que comme on n'a pas les habitudes de ce milieu-là, etc., là vraiment, c'est pas seulement qu'elle va nous échapper comme fille, c'est qu'effectivement, elle va aller dans des zones de la société qui ne sont pas les nôtres et qui sont quand même un peu... Interlopes. Et puis il y a les enjeux autour du handicap. Ouais. Et là, qui va la protéger le mieux? Et puis enfin, à la fois ce que vient de dire, hein, la question des dents, mais aussi la question de l'épilepsie. Donc là, il y a un retour en force en disant qui va la protéger la mieux, et avec l'évidence que là, puisque nous on sait, et que lui il ne sait pas, évidemment on est bien à même de mieux la protéger que cette personne qui prétend savoir, hein, qui prétend justement bien savoir ce qui est bon pour elle, etc., mais à qui il manque une clé essentielle, et cette question du handicap et tout. Donc on voit l'intrication, hein, de tout ça qui fait qu'effectivement, le décryptage que vous avez fait en donnant chacun, hein, vos émotions dans cette scène est très très éclairant, je trouve, sur la complexité de la situation. Et le ressenti de Lise, si on peut revenir, hein, dans la réalité par rapport à ce qu'on a fait. Je suis très, très touchée par le travail de composition de mes comparses et de Lise, vraiment. C'est comme si la complexité vient de m'apparaître. Ça va descendre à un moment donné. J'ai eu tantôt un petit moment d'émotion, ça reviendra plus tard chez moi ce soir. Là. Mais le fait que c'est la première fois, je ne sais pas si c'est l'exercice qu'il propose, mais c'est la première fois que je descends dans des couches où l'interprétation est différente, où je peux sentir les limites, mais la compréhension du monde de mes parents, où j'ai déjà ressenti de la colère, je ressens maintenant de la peine, où j'ai absolument pas vu d'amour, mais quelqu'un qui avait cru en moi, mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. On dirait que là, c'est comme si je revisitais un souvenir de façon tellement différente. C'est comme si on changeait de langage. On pourrait rejouer la scène, puis on changerait de langage. Donc on fait ce travail-là, hein, on voit on voit un peu, on déconstruit, hein, la relation entre ce prof qui veut que Lise réussisse, etc., et qui la prend en charge. On voit les parents, hein, et on voit un peu, on déconstruit, hein, la relation entre ce prof qui veut que Lise réussisse, etc., et qui la prend en charge. On voit les donc et on décrit assez bien après avec le sociodrame et l'éprouvé des acteurs, hein, le conflit en termes de classe sociale, la dimension d'emprise du prof sur Lise qui a des très très bonnes motivations, qui cherche vraiment et tout. Et à un moment donné, je lance simplement que peut-être que dans la rivalité entre les parents et le père,
de Lise et sa mère, et puis le prof ou la prof, parce que ce qui était intéressant, c'est que on savait pas, hein, on a su après que c'était un prof, mais qui était joué par une femme, mais ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à l'hypothèse, qui est qu'il y a une dimension oedipienne, hein, et de rivalité. Je lance ça. Bon. Et ça, c'est effectivement une hypothèse qui, pour moi, vient de toute cette réflexion sur le fait que si les enjeux sociaux, en termes de classe sociale, vont pour Lise la travailler pendant 40 ans ou 50 ans, hein, ça fait au moins 40 ans, si je ne me trompe pas, et il reste comme ça ancré en elle aussi profondément. Je pense, c'est une des hypothèses, hein, de la névrose de classe, que si les enjeux, pour Annie Ernaux par exemple ou d'autres, c'est que si ces enjeux sociaux, hein, restent aussi profondément ancrés, c'est que ces enjeux de classe, d'humiliation, de domination, etc., sont articulés aussi sur des enjeux plus inconscients, et qu'il y a une dimension inconsciente oedipienne, hein, dans la scène qui nous est montrée sur la rivalité, hein, et qu'il y a effectivement, hein, des liens. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant que j'avais zappé le fait que la prof était en fait un professeur, et que c'est au moment où ça fait tilt dans ma tête que c'est un professeur que, évidemment, il y avait aussi une histoire d'amour. C'était pas seulement une histoire sociale, etc. Et donc, c'est l'articulation des deux qui est intéressante. Alors, sur la validité de l'hypothèse, j'en sais rien. Savoir si ça fait écho pour Lise, c'est à elle. Savoir si ça lui sert ou pas à avancer. Si elle la reprend, ben c'est très bien. Si ça l'aide à avancer, c'est très bien. Si elle la reprend pas, ben elle la reprend pas. Moi, j'ai fait mon job, c'est-à-dire que je lance la possibilité de, je lance le fait qu'il ne faut jamais oublier ces dimensions inconscientes, et puis après, bah, c'est le sujet qui la reprend à son compte ou pas. Il peut arriver que sur une hypothèse comme celle-là, hein, ce soit 10 ans après que ça revienne. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des processus de refoulement, de résistance, etc. Hein, mais je ne dis pas ça pour valider mon hypothèse, je m'en fous, moi. Je n'ai pas cette préoccupation de la valider. Je pense qu'elle est souvent pertinente, et que souvent, j'ai un retour où on me dit « Ah bah oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Et puis, bah, voilà, c'est tout. Mais la question n'est pas de vérifier l'hypothèse comme dans une recherche dite scientifique, des sciences dures. On n'est pas dans ce modèle-là. On est dans un modèle clinique qui est que la seule vérification, hein, c'est de savoir si ça aide le sujet à mieux prendre conscience des conflits dans lesquels il est. C'est la seule validation qu'on a à notre disposition. Mais quand on l'a entendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on se permet à ce moment-là de l'écrire, et d'écrire la névrose de classe ou d'écrire les nœuds sociopsychiques, c'est-à-dire de dire, voyez, ce qui s'est passé là, ça permet d'éclairer pour un certain nombre de choses, hein, et ça permet de donner un cadre d'interprétation qui facilite la vie dans l'animation des séminaires. La prudence n'est jamais excessive quand il s'agit de l'inconscient. Beaucoup, et si tu veux, c'est quand je me permets ça, hein, dans le séminaire Émotion, Histoire de vie, c'est à la fin de l'analyse du sociodrame que j'introduis ça. Hein, on vient de travailler pendant une heure et demie avec Lise, on l'a bien soutenue, on l'a accompagnée, elle a joué le rôle du prof. Et donc, moi, à ce moment-là, si tu veux, ça me vient. Et elle me vient à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je m'interroge pour savoir est-ce que Lise est en mesure de la recevoir ou pas. Ouais. Et est-ce que le groupe est en mesure de le recevoir ou pas aussi. Les deux. Et parfois, c'est mieux de rien dire aussi. Et en même temps, une hypothèse, il faut faire attention dans la formulation. Une hypothèse, ce n'est pas une affirmation. L'idée, c'est que vous montriez votre goût et votre capacité, à partir d'une histoire, à analyser l'articulation entre le psychique et le social. Et donc de faire des hypothèses là-dessus, et que le matériau que vous ayez, alors c'est ça qui est compliqué, c'est que, à la différence d'un séminaire, quand on a une hypothèse, comme par exemple avec Lise,
dans le séminaire grâce à la vidéo et tout ça. Et quand je lui renvoie l'hypothèse sur l'articulation, sur le fait que peut-être il y avait une rivalité avec les parents et que c'était aussi une histoire d'amour et pas seulement une histoire de musique et professionnelle, et qu'il y avait des enjeux édipiens derrière. Et c'est très intéressant comment Lise réagit parce qu'elle a un petit sourire et on sent, et elle le dira après, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et pour moi, ça, c'est une validation de l'hypothèse. Ça veut dire si l'hypothèse aide à ouvrir pour la personne qui est concernée, ça veut dire qu'elle touche quelque chose qui est important pour elle. Ça, c'est la validation clinique, je dirais. Donc, c'est ça qui est, par rapport à prendre des cas extérieurs, la question, c'est comment on peut se débrouiller pour avoir ce retour. Alors, une des choses que je fais maintenant, quand je travaille sur ce que j'ai fait dans les livres d'après, sur la honte, ou le dernier, sur les nœuds socio-psychiques avec le cas de Chantal, hein, où je leur envoie le texte et je vois comment ils réagissent par rapport au texte que j'ai fait. Et dans leur réaction, tu vois très bien si l'hypothèse est correcte ou pas, quoi, ou si elle fait un écho ou pas, si elle est acceptée ou pas. Donc, c'est ça, cette question qu'il faut, même si on ne peut pas valider complètement comme on peut le faire dans un séminaire, mais au moins de montrer qu'on est attentif à ça, hein, et qu'on est capable d'entendre ça, et donc qu'en situation, on pourra accompagner non seulement la formulation d'hypothèse, à quel moment on la livre, mais aussi la disponibilité pour écouter les retours, que l'hypothèse soit acceptée ou pas. Donc c'est ça ce qui est intéressant à partir de l'analyse d'un cas, c'est que vous puissiez discuter de votre propre compétence clinique à animer des séminaires.